Depuis des générations, la rivière Guadalupe est la source de vie du Texas Hill Country. Mais le 4 juillet 2025, cette rivière s'est transformée en quelque chose de méconnaissable, quelque chose de mortel. Avant de comprendre ce qui s'est passé ce matin-là, il faut savoir ce qui a mené à cela. Le centre du Texas subissait l'une de ses plus longues sécheresses jamais enregistrées, près de 4 ans de terre aride et de réserves d'eau en diminution. Selon l'Administration nationale océanique et atmosphérique, les 20 comtés plus tard inclus dans la déclaration de catastrophes liées aux inondations avaient connu 180 semaines de sécheresse sévère depuis fin 2021. En juillet 2025, 60% de ces comtés connaissaient une sécheresse modérée à extrême. L'aquifer Edwards avait atteint son plus bas niveau depuis 1993. Le lac Medina n'était rempli qu'à peine à 2%. Le Système national intégré d'information sur la sécheresse a signalé que la région subissait l'une de ses plus longues sécheresses, affectant fortement l'agriculture, l'eau et les écosystèmes. Puis, à la fin juin 2025, la tempête tropicale Berry s'est formée dans le golfe du Mexique. Bien qu'elle ait touché terre au Mexique avant de s'affaiblir, ces restes aléas allaient jouer un rôle crucial dans ce qui allait suivre. Ce phénomène, appelé coup de fouet météorologique, désigne le brusque passage d'une condition environnementale extrême à une autre, amplifiant chaque événement. Un passage d'une sécheresse sévère à un événement de précipitation qui ne se produit qu'une fois tous les 1000 ans peut provoquer des conditions catastrophiques. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Cette région du Texas est appelée l'allée des crues éclairs pour une raison. Le sol de cette région du Texas se compose surtout de pentes abruptes de calcaire avec une fine couche de terre. Donc quand il pleut, l'eau a tendance à s'écouler rapidement et à se déverser dans les rivières. Le 2 juillet, les météorologues suivaient ce qu'il restait de la tempête tropicale Berry alors qu'elle s'enfonçait dans un vaste couloir d'humidité provenant de l'est du Pacifique. Cela allait s'avérer catastrophique. Cela a créé ce qu'on appelle une rivière atmosphérique, un couloir concentré de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Lorsque ces rivières atmosphériques se touchent en terre, elles peuvent s'y libérer d'énormes quantités de pluie en peu de temps. La quantité d'eau transportée dans l'atmosphère était aussi élevée qu'elle ne l'avait jamais été pour un mois de juillet dans cette région. La pluie la plus intense que vous puissiez imaginer était en route. Le 3 juillet, à 13h18, une alerte aux inondations a été émise pour le comté de Kerr et les environs. Avertissement de 2,5 à 7,5 cm de pluie, localement jusqu'à 18 cm sans. À 18h10, une nouvelle alerte a averti la population de possibles inondations soudaines dans le centre du Texas cette nuit, avec de fortes précipitations attendues. À 23h41, le 3 juillet, les conditions se sont tant dégradées que le Service météorologique national a lancé la première de plusieurs alertes d'inondations soudaines pour le comté voisin de Bandera. Au début du 4 juillet, la plupart des habitants du comté de Kerr dormaient, inconscients de la catastrophe qui se déroulait autour d'eux. Juste après minuit, la rivière Guadalupe est montée de 3 mètres en seulement 15 minutes. Le Damation-Ton, à 1h14, le Service météorologique national a lancé une seconde alerte d'inondation soudaine pour des zones des comtés de Bandera et Kerr. Des alertes d'urgence ont été envoyées sur les téléphones portables. À 4h03 du matin, une urgence d'inondation soudaine a été déclarée pour Hunt et Ingram, exhortant les habitants à se réfugier immédiatement en hauteur. Elle avertissait que des précipitations pouvant atteindre jusqu'à 10 cm par heure continueraient de s'abattre sur une zone déjà saturée. La rivière Guadalupe à Hunt était montée à plus de 6 mètres en l'espace d'une heure. À 4h22, un pompier d'Ingram a contacté un opérateur du bureau du shérif. Le panneau Guadalupe-Schumacher est sous l'eau sur la route nationale 39. Peut-on alerter les résidents de Hunt pour leur demander de chercher un terrain plus élevé ou de rester chez eux? Mince, il faut qu'on fasse approuver ça par notre superviseur. La première alerte code rouge n'a été envoyée que 90 minutes plus tard, et certains messages ont mis près de 6 heures à atteindre les résidents. Ce retard deviendrait un point central dans les enquêtes sur la gestion de la catastrophe. Le système était censé envoyer des appels automatisés.
des short message services et des emails aux personnes dans les zones à risque, mais il a été submergé par le nombre d'alertes. En plus de cela, le processus d'approbation pour l'envoi des notifications d'urgence comportait plusieurs étapes et nécessitait la validation de superviseurs difficiles à joindre pendant la nuit. La rivière Guadeloupe n'a cessé de monter à un rythme sans précédent, atteignant 8 mètres en environ 45 minutes. À 5h10, la rivière à Hunt a atteint un record de 11,44 mètres, dépassant les inondations de 1987 qui avaient causé 10 victimes. Elle essaie probablement monter encore plus haut, mais la force de la crue était telle que la jauge a cessé de fonctionner, ayant sans doute été endommagée par les eaux. À 5h34 du matin, une nouvelle alerte d'inondation éclair a été émise pour Kerrville et Center Point, avertissant d'une vague de crue importante et mortelle descendant la rivière Guadalupe. Au lever du jour, la rivière Guadalupe à Kerrville est passée en 2 heures de seulement 2 pieds à plus de 30 pieds de profondeur. Le camp Mystique figurait parmi les lieux les plus touchés. Le camp Mystique était une colonie de vacances pour filles située le long de la rivière Guadalupe. C'était une institution très appréciée dans la région des collines depuis près d'un siècle. Cette nuit-là, environ 750 filles y séjournaient, beaucoup dans des cabanes situées dans ce que la FEMA appelait une zone spéciale à risque d'inondation. En gros, la partie de la plaine inondable la plus exposée aux crues rapides. Les propriétaires pensaient vendre que les cabanes n'étaient pas en danger et ont fait appel à la FEMA pour reclasser tous les bâtiments hors de la plaine inondable. Une démarche légale qui a été critiquée pour encourager la construction risquée dans les zones sujettes aux inondations. Normalement, les propriétaires auraient une raison, mais ce n'était pas une situation normale. Beaucoup de parents ignoraient que le directeur du camp, Dick Eastland, soutenait fermement les mesures de sécurité contre les inondations depuis la crue de 1987. Il s'est associé aux responsables locaux pour créer un système d'alerte précoce, comprenant des jauges de rivière et des protocoles de communication. Malheureusement, au fil des années, l'entretien de ce système a été négligé et, en 2025, une grande partie ne fonctionnait plus. Même lorsqu'il fonctionnait, il reposait sur une vérification visuelle de la montée du niveau de l'eau. Il n'y avait aucun système d'alerte automatique en place. À 2h30 du matin, le directeur du camp, Dick, a reçu une alerte d'inondation sur son téléphone et a commencé les procédures d'évacuation, mais à ce moment-là, la rivière montait déjà rapidement. Le camp Mystique manquait de procédures d'évacuation et de systèmes de communication d'urgence adaptés. Leurs protocoles d'inondation étaient dépassés et le personnel ne savait pas clairement quelles étaient les routes d'évacuation ni où se trouvaient les points de rassemblement. La communication d'urgence du camp dépendait principalement de talkies-walkies, qui se sont révélés insuffisants pendant la crise, car le personnel a été séparé et la communication a été rompue. Malgré le chaos, Dick et le personnel ont tout fait pour sauver les filles. Luttant contre la montée des eaux, ils ont guidé tout le monde vers un terrain plus élevé. Pour certains, cela n'a pas suffi. Dick, ainsi qu'au moins 26 autres personnes, ont été emportées par les eaux. Ce n'était que le début. Au matin du 4 juillet, les services de secours ont lancé une vaste opération de sauvetage. À la fin de la journée, au moins 237 personnes avaient été secourues des eaux de crue, dont 167 personnes sauvées des arbres et des toits par hélicoptère. Le département de la sécurité publique du Texas, le département militaire du Texas, le département des parcs et de la faune du Texas, la Task Force One de Texas A&M, ainsi que les premiers intervenants locaux ont travaillé sans relâche pour atteindre toutes les personnes bloquées par la montée rapide des eaux. Les premiers intervenants ont été confrontés à de grandes difficultés à cause de pannes de télécommunications, de routes bloquées par des débris et d'une vaste zone de recherche le long de la rivière Guadalupe. Comme l'a rapporté ABC News, au 8 juillet, plus de 440 personnes avaient été secourues. Mais malheureusement, le nombre de morts continuait d'augmenter, alors que les équipes de recherche découvraient encore d'autres corps. L'opération a réuni des équipes de 12 États américains au Mexique, dont des unités de recherche et de sauvetage urbain, des sauveteurs en eau vive et des opérateurs de drones. Un centre de commandement a été installé pour informer les parents sur leurs enfants du camp Mystique et d'autres zones touchées. L'opération de recherche et de sauvetage s'est rapidement étendue pour inclure des équipes venant de tout le pays.
Plus de 2000 bénévoles ont aidé aux opérations d'urgence dans le comté de Kerr, dont des gardes nationaux, sauveteurs, chiens pisteurs et spécialistes du sauvetage en eau vive. Le 9 juillet, la National Aeronautics and Space Administration a déployé 2 avions pour soutenir les autorités dans l'opération de récupération. Ces appareils pouvaient repérer les inondations sous la canopée des arbres et voir à travers la végétation touchée par la pluie. C'était essentiel pour les opérations de recherche et de sauvetage, fournissant des données cruciales aux équipes sur le terrain. Par exemple, cela a été déterminant pour localiser les survivants isolés dans les zones densément boisées le long de la rivière Guadalupe. Puis, alors que les efforts de récupération prenaient un pas de l'ampleur, la nature a porté un nouveau coup. Le 13 juillet, de fortes pluies se sont abattues sur la région, provoquant de nouvelles inondations. Cette seconde vague de pluie, bien que moins intense que la verse du 4 juillet, est tombée sur un sol déjà saturé et des cours d'eau gonflés par les inondations précédentes. La rivière Lampasas est montée de plus de 9 mètres. Cela a entraîné plus de sauvetage et d'évacuation, forçant à suspendre temporairement les recherches et récupération le long de la rivière Guadalupe jusqu'à l'accalmie. Pendant que les équipes le long de la Guadalupe attendaient tant que la pluie cesse, plusieurs opérations de recherche et de sauvetage ont eu lieu dans différents comtés, notamment Lampasas, San Saba et Schleicher. La Task Force One du Texas et le département des parcs et de la faune du Texas se sont mis au travail pour effectuer des sauvetages aquatiques le long de la Lampasas. Le 15 juillet, le temps s'était enfin calmé, permettant la reprise des opérations de récupération à plein régime. Pendant la poursuite des efforts de récupération, des tensions politiques donc sont apparues sur le financement et les responsabilités. Le gouverneur Greg Abbott a convoqué une session extraordinaire au Texas sur le financement de l'aide aux sinistrés, mais elle a vite dérapé dans des querelles partisanes sans lien avec les inondations. Les victimes des inondations se sentaient instrumentalisées politiquement alors qu'elles avaient un besoin urgent d'aide pour déblayer, faire face aux refus d'assurance et éliminer la moisissure. Les habitants ont souligné que Greg Abbott peut utiliser ses pouvoirs d'urgence pour débloquer 70 millions de dollars pour les réparations, le nettoyage et la santé mentale, sans l'approbation de la législature. À la mi-août, le paysage politique a commencé à évoluer lorsque les victimes et leurs familles ont témoigné devant les commissions législatives. Les parents des enfants décédés au camp Mystique ont témoigné devant une commission du Sénat du Texas pour soutenir le projet de loi visant à renforcer la sécurité dans les camps de jeunes de l'État. Ils ont partagé des témoignages émouvants au sujet de leurs enfants et ont critiqué l'absence de système d'alerte adéquat, de plans d'évacuation et de mesures de sécurité au camp. Le projet de loi imposerait aux camps d'installer des échelles de secours sur le toit des cabanes en zone inondable, de créer des plans d'évacuation en cas de crue, d'établir une succession pour les responsables en cas de catastrophe et de simplifier la déclaration des victimes. Le projet de loi impose aux camps des exercices annuels d'évacuation en cas d'inondation, des radios météo avec alimentation de secours et l'installation d'équipements de surveillance du niveau de l'eau à moins de 150 mètres d'un cours d'eau. Le projet de loi oblige également les camps à partager avec les parents des informations sur leur plan d'intervention d'urgence et leur historique d'inondation avant que les enfants ne participent. Le témoignage a montré qu'en 2016, le shérif de l'époque du comté de Kerr était tout à fait favorable à la mise en place d'un système d'alerte avec des sirènes, mais certains responsables s'inquiétaient du bruit que pourraient sans se causer les sirènes en cas de déclenchement accidentel. Les discussions sur le financement et la mise en œuvre du système ont duré jusqu'en 2021 sans qu'aucune solution complète ne soit adoptée. En 2017 et 2018, le comté de Kerr a sollicité des subventions pour acquérir du matériel de mesure, améliorer les systèmes de jauge d'eau et créer un site web d'information en temps réel, mais ces demandes ont été rejetées. Le témoignage émouvant des parents en deuil a touché une corde sensible. Au 20 août, la législature avait adopté 6 lois liées aux inondations et à l'aide en cas de catastrophe, dont une visant à allouer des centaines de millions de fonds publics aux efforts de reconstruction. À mesure que les eaux se retiraient, l'ampleur de la destruction est devenue évidente. On pense que le bilan final s'élève à environ 135 morts, voire plus,
dont 117 rien qu'au comté de Kerr, ce qui en fait l'inondation intérieure la plus meurtrière aux États-Unis depuis la crue de la rivière Big Thompson en 1976 au Colorado. L'impact économique a été stupéfiant. Les premières estimations évaluent les dégâts matériels à plus de 2,3 milliards de dollars. Plus de 4200 maisons ont été détruites ou gravement endommagées. Les infrastructures clés comme les ponts, routes et stations de traitement de l'eau devront être reconstruites. En août 2025, 3 personnes restaient portées disparues après les inondations, dont une fillette de 80 ans du camp Mystique. De nombreuses familles touchées par la tragédie du camp Mystique ont créé des groupes de défense pour réclamer de meilleures réglementations de sécurité dans les colonies de vacances à l'échelle nationale. Le gouverneur Greg Abbott a mis à jour la proclamation de catastrophe pour les comtés touchés par les crues soudaines de juillet, prolongeant les dispositions d'urgence et les ressources de l'État pour aider aux efforts de récupération. La proclamation concerne 20 comtés du centre du Texas, avec un accent particulier sur le comté de Kerr, où la plupart des décès ont eu lieu. Les eaux de la rivière Guadalupe ont baissé, mais l'impact des crues soudaines de 2025 au Texas se fera sentir pendant des générations. La rivière qui a tant pris à ces communautés reste belle et vitale pour la région. Mais désormais, il y a un nouveau respect pour sa puissance et une détermination à être prêt lorsque les eaux remonteront. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, pensez à vous abonner. Cela aide beaucoup.